Chloé Régent, Quentin Bayou, Marc Bodnar, Alexandra Cicluna. A Batista combatió, Fidel Castro desde Oriente, a Batista combatió, porque la patria Parole de Pilato. Como establece la segunda declaración de La Habana, De Simone Amin. pueblo de América Latina es Un feuilleton en 15 épisodes. una familia de 200 millones de hermanos que padecen de las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. 7e épisode. L'activité principale, en fait, c'était quand même de fumer. C'est quelque chose qu'on nous apprend pas à l'école, mais Loya, elle avait retenu la leçon pendant la guérilla. Avec quelques cartouches de cigarettes, tu tiens des troupes. Fumer, c'est brûler les poumons pour tromper la tente. Moi, j'ai pas de mesure. Mais je connais le prix de chaque cigarette. Fumer jusqu'au filtre. Les mains occupées, les nerfs qui se détendent. Chaque matin, je pouvais dire à voix haute, « Eusebe, quand tu auras ton cancer, souviens-toi comme c'était bon de fumer. » Cette histoire de cancer est incroyable. N'oublie pas de te rappeler lorsque tu auras ton cancer, combien tu aimais fumer chacune des cigarettes. J'ai prononcé cette phrase exacte à voix haute en descendant la rue de Belleville. En fait, c'est une histoire de cigarettes. La vérité, ils étaient des expropriateurs, exécutants, rançonnants au profit de leur pays. Petite île dans laquelle la révolution avait triomphé. Enfants de cette révolte victorieuse qu'ils soutenaient en envoyant les devises qu'ils moissonnaient. Telle était la version officielle et vraie des 3 expropriateurs. Elle définissait leur action et leurs gestes. Même si, en définitive, leur motivation réelle était le tabagisme. Il y avait d'autres petits plaisirs. Moi, j'avais acheté une Cadillac. J'en rêvais depuis toujours. J'avais été économe. C'était une seconde main. Même que l'aile droite et la portière gauche n'avaient pas la même couleur que le reste de la carrosserie. Un petit bijou. Je m'étais fait un peu tancer par Loya. C'est vrai que on faisait mieux en termes de discrétion. Comme voiture de repli, ça se posait là. Roman, lui, il s'était acheté un petit Bobcat. Tu sais, un de ces minuscules Beretta, comme celui de James Bond. Comme quoi, ses principes à propos des films américains... Oh, d'accord, c'est un revolver italien et un auteur anglais, mais... C'était un petit pistolet automatique, ridicule, qui disparaissait complètement dans la paume de sa main. Justement, il disait qu'il l'avait bien en main. Qu'il n'aurait pas loupé sa cible à 30 mètres. Je pense pas que cette cochonnerie projetait même les balles jusqu'à là. Loya, elle a rien dit, elle souriait juste. C'était un peu le fils préféré. Voilà. 4 mois dans un terrier plein de fumée. On a bien travaillé. Le jour de l'opération, il y a eu 2 accros. Roman et moi, on attendait dans l'appartement. Avant de passer à l'action, on devait attendre que Loya ait neutralisé les militaires qui montaient la garde devant la maison. Tu sais, comme dans le film de Radel. Loya arrive, genre vendeuse de fleurs. Elle aguiche les 2 soldats à l'avant du camion. Elle devait se débrouiller pour les entraîner à l'arrière du fourgon. Genre, on va tirer un coup avec les 8 petits camarades à l'arrière. Sauf que le chauffeur, il reste au volant. Pendant que l'autre soldat, il emmène Loya à l'arrière. Et bon, elle pouvait pas faire grand-chose tant que les 10 n'étaient pas à l'arrière avec elle, trop risqué. De là où on était, on entendait même ses cris à elle et l'agitation à l'intérieur, à tel point qu'un des gardes du corps a passé la tête hors de la maison pour voir ce qui se passait. Le chauffeur l'a vite rassuré avec un geste assez clair. Ils sont en train de tringler la fleuriste. Roman, il n'en pouvait plus. J'essayais de le retenir.
et j'ai bien cru qu'il allait m'assommer. Moi, j'avais plutôt confiance. Mais quand même, ça a dû être plutôt rude. Hein. J'étais obligé de lui coincer le bras dans le dos pour éviter qu'il sorte en hurlant, et même avec la clé que je lui faisais, j'étais pas très rassuré. Tout est vite rentré dans l'ordre. Le troufion derrière son volant, il y tenait plus. Il est sorti en courant pour rejoindre les autres. Il avait déjà la braguette déboutonnée, c'était le signal. Roman m'a envoyé valdinguer et a couru. Quand on a ouvert les portières à l'arrière du fourgon, les 10 soldats étaient sans connaissance, au milieu des fleurs, assommés, sécurisés avec une seringue anesthésique. Elle avait déjà revêtu un des uniformes et nous entendait 2 autres. Pourquoi tu me regardes comme ça? Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Mais c'est particulièrement impressionnant d'entendre de votre bouche ce récit. Alors que dans mon imaginaire, cette scène, c'est du cinéma. Je l'ai vu sur un écran il y a 10 ans déjà. J'ai revu le film pour préparer cette émission. Mais je suis du cinéma. Eusebio Ramon, acteur depuis toujours. Le kidnapping fut placé sous le signe de l'errance. Nous transportions l'homme dans le coffre de la voiture. Nous l'avions terrifié dès le premier jour et il restait apathique, enfermé dans la malle. Une errance bien trop longue qui a duré le temps infini que prit la négociation de la rançon. Un peu comme un cauchemar. Mes souvenirs ne m'avaient pas trompé, c'est que nous faisions quotidiennement la manière dont nous traitions cet homme. Une divergence bien trop grande entre nos actes et nos idéaux. Tuer un dictateur en fuite, c'est facile. L'action est en accord avec le but poursuivi. Mais kidnapper un homme, même un PDG, ou dévaliser un casino, c'est beaucoup plus ardu. À 10 000 kilomètres de chez soi, on a vite fait de perdre le sens du combat. Roman glissait hors de la réalité, incapable de s'accrocher à quoi que ce fût par manque d'une culture politique qui lui aurait permis de justifier de tels actes. Il assimilait notre otage au dictateur que nous avions tué. Il dérapait, il l'appelait du même nom. Un soir même, il m'a demandé pourquoi on ne l'avait pas encore tué puisqu'on avait été envoyé pour ça. Elle me tenait par la main, d'une légère pression sur la paume. Elle me communiquait sa joie et son entrain. Nous gambadions à la lisière du bosquet d'arbres qui bordait le champ multicolore. Elle me préparait à quitter ce dernier havre d'obscurité pour plonger dans la végétation lumineuse. Ils jouèrent à se cacher et à se poursuivre derrière ces derniers arbres, se rattraper, chahutèrent. Je cueillais les fleurs, empli d'hésitation, incapable de décider fermement quelle couleur choisir. J'arpentais les champs, les bras chargés de cette odorante moisson, pour découvrir une fleur plus grande que les autres que j'aimais particulièrement. Je la coupais et la tins dans ma main. J'essayais de devenir la fleur. Les pieds bien ancrés dans le sol, j'ondulais doucement en suivant la pression du vent contre mon corps. Inapte à la révolution, inapte à la violence, mais sans doute pas inapte au bonheur. L'espace d'un souffle, j'exprimais ma capacité à être et à devenir la fleur. Ensuite, ça a roulé. Le film de Radel est assez proche de la réalité. On fait avancer le camion jusqu'à la porte cochère. Roman frappe au guichet. Ah non, juste avant le deuxième accro. Pendant qu'on se change, une limousine blanche entre dans le bâtiment. Vraiment un imprévu. Le vieux, il recevait très peu de visites, et pour ainsi dire, jamais à l'heure des repas. On a décidé de poursuivre. Donc,
Roman, il discute un instant avec un des gros bras. On doit rentrer le camion, on a reçu l'ordre par radio. Le type hésite. Il est garde du corps quand même. Son métier, c'est pas de laisser rentrer les gens. On avait des gueules du militaire. Il ouvre. On entre. On court. Très rapide. Roman assomme. Loya tire les seringues anesthésiantes. La cour, l'office, l'escalier. On pénètre dans la salle à manger. Il était là, en grand costume d'apparat. Il s'était levé d'un bond. Roman avançait. Il a pointé sa petite arme. Le vieux reculait. C'était assez simple. Toutes les médailles, le grand costume. Il avait vraiment l'air de ce qu'il était. Moi, j'avais le deuxième accro sur les bras. La limousine blanche, c'était un costume 3 pièces qui déjeunait avec lui. Dès qu'on est entré, il est devenu tout mou. Il se roulait par terre en hurlant « Ne me tuez pas! Ne me tuez pas !» Roman avançait. Le vieux reculait. D'un coup, le chat, le lion, est sorti de je ne sais où, complètement paniqué le fauve. Il a couru se planquer dans les jambes de son maître. Tout ça durait un peu trop. Roman a bondi, le vieil homme a fait un grand pas en arrière, il a marché sur le chat, trébuché, basculé par la fenêtre ouverte. On s'est précipité. Il était déjà 3 étages plus bas, sur le sol d'une courette, désarticulé, dans son beau costume, gisant au milieu de ses décorations. Faut être honnête, je crois qu'on était un peu soulagés de ne pas avoir à le tuer, Roman et moi, en tout cas. C'était le moment de décrocher et Roman, il a acheté son barda dans le camion et il nous a filé entre les doigts. Loya lui a ordonné de revenir, mais il disparaissait déjà dans les arrière-cours en hurlant « Je vais chercher le chat !» Il a réapparu, un instant plus tard, sans l'animal. Une sale gueule, décomposée. Le vieux, il n'était pas mort. Il a attrapé son petit pistolet. On a entendu la détonation. Bah ! Il est revenu avec le chat dans les bras. C'est lui qui l'a tué. À terre, blessé. Loya a enfoncé l'accélérateur. Et l'homme en costume 3 pièces? Celui-là, à partir de l'instant où le généralissime a fait son saut de l'ange, il s'est mis à hurler de plus belle. « Ne me tuez pas! Emmenez-moi! Je vaux beaucoup d'argent! Ma société payera une bonne rançon! » J'ai pas vraiment réfléchi. Quand on est descendu, je l'ai traîné par les cheveux et je l'ai flanqué à l'arrière du fourgon, au milieu des fleurs et des soldats endormis. Quand Roman est réapparu pour la 2e fois avec le chat, Loya était furieuse. Elle a chopé l'animal et l'a jeté à l'arrière. Incroyable boucan, hein. Dès qu'ils ont été enfermés tous les deux là-dedans, Roman a été obligé de rouvrir pour faire la police. Ah, représente-toi la scène. Le costume 3 pièces avait de longues griffures sur le visage. Il était assis au milieu des fleurs et de ces soldats qui ressemblaient fort à des cadavres. Le chat se tenait fièrement à côté de lui. Un chat de garde. L'homme, il sanglotait. Roman lui a passé un sacré savon, comme un petit gamin qui aurait fait une bêtise. Après, on a foncé. Pas le temps de réfléchir. Fallait récupérer la cadillette, se changer. Bon, on n'avait même pas réalisé que c'était un kidnapping. Vous voulez dire que cet homme, embarqué par hasard, c'était le président de la compagnie pétrolière? Bah ouais. Oh là. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était pas prémédité. Et l'autre truc incroyable, c'est que personne n'a jamais fait le lien entre ces deux affaires. Regarde. Dans Violent Kidnapping, Guérin ne parle pas du dictateur. Et dans La mort du dictateur, Radel n'évoque pas le PDG. Si tu veux mon avis, tout le monde est resté très discret pour une raison assez simple. Ça fait assez mauvais genre pour le président d'une compagnie pétrolière de cette importance de déjeuner avec un dictateur en fuite. Ça traduit soit une amitié passée douteuse, soit des projets d'avenir nauséabonds. Vous savez que Loya ne m'a pas donné du tout la même version. Qu'est-ce que tu cherches? Elle dit que l'exécution du dictateur et le kidnapping sont 2 opérations indépendantes. Qu'après l'exécution, vous êtes revenu au pays et que c'est alors que le département de recueil des devises et de lutte contre l'embargo, DD, a été créé. Elle affirme que l'enlèvement du PDG fut la première action planifiée de ce département, alors que vous me dites que ce kidnapping fut le fruit du hasard, qu'il n'était pas du tout préparé ni avalisé. Tu me traites de menteur? Tu cherches à me faire contredire Loya? Je cherche juste la vérité. Il y a une contradiction. Mais... Excuse-moi. Je voulais pas te faire mal. C'est juste une petite claque.
Tu nous apportes une autre bouteille de rhum et aussi une serviette avec des glaçons. Ce que je me suis toujours demandé, c'est si la CIA était au courant. Probable. Vous devriez jeter un œil sur le dossier. Je n'ai pas de rapport avec la CIA. Ne vous inquiétez pas. Après toutes vos interviews, ils ne seront jamais très loin dans votre dos maintenant. Vous préférez qu'on continue demain ? Quand je suis rentrée à mon hôtel, je n'avais plus d'hôtel. J'avais changé d'hôtel. Une rue plus large, un hôtel plus grand et avec plus d'étoiles. Ma petite chambre était devenue une suite. Il y avait un panier avec du citron vert, du sirop de canne et du rhum. Un instant, j'ai pensé que j'allais aussi trouver une jeune fille dans un fauteuil prête à relever ses jupes, mais rien de tout ça. Il m'avait assez bien jaugé. J'ai bu le rhum. Il oublie de dire le pourquoi des fleurs. Cette mauvaise foi profondément chassée dans son corps. Comme mon âme ne disparaîtra qu'avec les dernières traces de mon cadavre. Ces fleurs nauséabondes dont les sépales cachaient des pétales de merde. Une odeur qui corrompit les muqueuses de mon nez, qui leur donna le goût du parfum de la décomposition, incapable de percevoir la finesse des fragrances. Un bouquet comme présent aux militaires qui gardaient la demeure du tyran, dont le parfum épais laissait envisager le parfum caché sous les jupes de celles qui serraient les tiges. L'odeur de son con offert à la concupiscence des gardiens. Cette chair tendre à laquelle tu n'osais même pas rêver lors des nuits les plus secrètes. Ses lèvres et leur douceur se cachaient sous les plis du tissu alors que tu entendais les rires gras des soldats. Tu devinais la courbe de ses seins et ton sang refluait. Offerte en toute conscience, elle souriait encore lorsque les premières mains se posèrent sur son épaule. Sa paupière battait lorsque les doigts épais pénétrèrent dans son ventre. Elle donnait, et dans ma tête remuaient les images mobiles de sa vulve au sein, de laquelle perlait une humidité virginale. Elle résista, sans conviction, sous mes yeux complices, acceptant les verges qui frappaient le fond de sa matrice et fouillaient son rectum. Les 12 hommes œuvrèrent, ouvrant une fistule qui eût permis à Aloya, telle la Vierge, d'enfanter sans perdre son hymen. Parole de pirate de Simone Amino. Chloé Réjean, Loya. Quentin Bayou, Eusèbe. Marc Bodnar, Roman. Alexandra Cicluna, la journaliste. Et Carolina Pechenet. Luis Martínez Saiz. Brontis Jodorowsky. Hervé Furik. Miglen Mirtsev. Musique Jacques Mouniard. Philippe Thibault. Montage Patrick Martinage. Prise de son, montage, mixage Philippe Bredin, Manuel Couturi. Assistante Alejandra Malca. Aquí se queda la clara
Realización: Claude Guerre. De tu querida